L'Académie de Guyane, la Direction régionale des affaires culturelles, la collectivité territoriale de Guyane et Réseau Canopé vous présentent des élèves sur les ondes. Des slows, des élèves sur les ondes. Bonjour à tous, Michot au micro est de retour sur l'antenne Radio Pays pour des slows. Aujourd'hui, je vous présente l'émission avec Ryan. Ryan, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bonjour Jaden et bonjour à tous. Tout d'abord, nous allons voir l'actualité du mois avec Valgino. Quentin et Esther ont rencontré une personne qui nous expliquera comment elle a fait pour s'installer en Guyane. Ensuite, nous parlerons de la francophonie avec Evans. Nous parlerons aussi des réseaux sociaux, d'argent avec le micro-trottoir d'Esther. Puis nous découvrirons un nouveau métier. Et pour finir, Jacques nous présentera la Ligue des Champions. Commence l'émission avec l'actualité. Bonjour Valdino. Bonjour chers auditeurs, bonjour Jaden et bonjour Ryan. Voici les actualités du mois de mars. Côté société, le fin mars est une date importante pour la société guyanaise. En 2017, cette date marque le début du mouvement social qui s'est déroulé sur plusieurs semaines. Les manifestations dénoncent les problèmes subis sur le territoire comme l'insécurité, le manque d'infrastructures, l'opiage illégal. Les différentes organisations ont appelé à la grève et au déblocage du CSG. Ce mouvement social a abouti à la signature des accords de la Guyane. Côté films et séries, depuis le 22 février 2024, nous pouvons regarder la série Avatar, le dernier maître de l'air sur Netflix. Côté film, en France, Kung Fu Panda sortira le 27 mars 2024 et SOS Fantôme sortira le 10 avril 2024. Concernant notre Miss, la Fashion Week de Paris a eu lieu du 26 au 5 mars. Notre Miss de Guyane 2023, Audrey Owensai, a eu la chance de défiler pour la grande marque de luxe Pierre Cardin. Côté politique, le président Emmanuel Macron sera sur le territoire du 24 au 26 mars et se rendra ensuite au Brésil. La semaine du 4 mars, les forces de l'ordre ont lancé l'opération Planète. L'objectif de ce dispositif est d'intensifier la lutte contre les délinquances, le trafic d'armes et de drogue, les infractions routières et contre toute atteinte à l'environnement. L'opération finit aujourd'hui. Et côté santé, selon l'ARS, la circulation du virus de la dengue est à nouveau élevée sur l'ensemble du territoire. Plus de 8000 cas ont déjà été recensés en 2024. Pensez à vous protéger des moustiques. Pour finir, côté culture, la commune de Roy a été retenue pour participer au projet Plus grand musée de France avec scénographie à l'entrée de la ville. Le but du projet est de restaurer des œuvres d'art en péril. L'objet d'art qui obtient le plus de votes remportera 8 000 € pour sa rénovation. Nous avons jusqu'à demain 21 mars 2024 pour voter pour Aura sur le site internet de la Fondation de la sauvegarde des arts français. Le projet de Aura est le numéro 3. Merci Vladino pour les actualités du mois. Passons au mot du jour. Ryan, sais-tu que du 20 mars au 26 mars 2024 a lieu la fête du court-métrage? Ok, mais c'est quoi un court-métrage? Généralement, un court-métrage est un film de courte durée qui dure entre 20 et 30 minutes. Mais officiellement, selon les pays, la durée n'est pas la même. Selon le Centre national du cinéma, le CNC, en France, la durée d'un court-métrage, c'est un film qui dure de 60 minutes. Un long-métrage, c'est un film qui dure plus de 60 minutes. Merci Jaden pour ce mot du jour. Passons maintenant au reportage d'Esther et Quentin qui ont rencontré Diana qui vient de la Colombie. Elle nous raconte comment elle a fait pour s'installer en Guyane. La Guyane est une terre qui accueille tous les jours des personnes qui viennent de plein d'endroits dans le monde. Mais comment se déroulent leurs installations? Nous avons interrogé Diana pour en savoir un peu plus. Diana vit en Guyane depuis 2011. Elle nous raconte comment elle est arrivée en Guyane. Je m'appelle Diana, je viens de la Colombie et actuellement j'habite à Matoury. À l'époque, c'était compliqué d'avoir un visa pour rentrer dans un territoire français. Donc, la seule manière qu'on avait, c'était de passer par le Brésil. C'était une aventure de 5 jours. On a pris un avion en Colombie qui nous amène à Leticia, où il y a la frontière avec le Brésil. Là, on a traversé la frontière à pied. Et puis, on a pris 3 bateaux pour arriver jusqu'à Macapa. Après, à Macapa, on a pris un bus qui nous a amené
Oyapock. Après Oyapock, on a pris la petite pirogue pour traverser et arriver à Saint-Georges. Et c'est là qu'on a demandé le visa. La première difficulté que Diana a rencontrée sur le trajet est la langue. Les difficultés, bon, déjà c'était la langue parce que je parle espagnol et je parlais pas portugais, donc il y avait cet inconvénient. Et quand je suis arrivée en Guyane, encore plus mal parce que je parlais pas du tout français. Donc c'était ça le plus compliqué. Après l'arrivée en Guyane, il fallait trouver un endroit où habiter. Ça s'est compliqué beaucoup plus parce que on n'avait pas un logement. Et on avait demandé des logements sociaux et on n'a pas eu de réponses favorables. Donc après, il y a une famille qui nous a accueillis, une famille de Colombiens pendant 3 semaines jusqu'à qu'on a trouvé une maison à esquatter. Et moi et mes 3 enfants. Diana devait aussi trouver des solutions pour subvenir à ses besoins. Et j'ai réussi quand même à avoir de petits jobs. Je faisais femme de ménage et des fois je gardais des enfants. Mais à l'époque, quand je devais me transporter de Montjoly à Cayenne, je faisais des stops. Et chaque fois qu'on me récupérait, je profitais aux personnes pour dire que voilà que je faisais de ménage ou que je gardais des enfants. Heureusement, je suis tombée sur des bonnes personnes qui m'ont donné l'opportunité de pouvoir travailler chez eux. Diana nous explique ses démarches pour obtenir ses papiers. Et on devait aller à la préfecture pour faire des longues files pour pouvoir faire la demande d'asile depuis 3 heures du matin. J'ai eu mes documents 4 ans après d'être sur le territoire. Diana nous explique pourquoi elle a quitté son pays. Mais ce qui m'a poussé à quitter vraiment mon pays, c'était pour donner une opportunité à mes enfants de faire ces études. Le système scolaire, c'est que il faut avoir les moyens pour pouvoir payer des études supérieures aux enfants. Les personnes qui veulent faire une carrière professionnelle, c'est compliqué si on n'a pas vraiment les moyens. Diana nous explique que quitter son pays n'est pas une chose facile. C'est toujours dur à prendre de laisser ta famille, de laisser ton pays, tes coutumes, tout ce que tu connais pour venir dans un endroit où tu connais rien du tout. Ce qui me manque le plus, c'est la famille et l'atmosphère colombienne, la culture, la nourriture aussi. Ça me manque beaucoup. Malgré les difficultés rencontrées, Diana est aujourd'hui bien intégrée à la société guyanaise. Comme beaucoup d'autres personnes venues d'ailleurs, elle contribue à la richesse de notre belle Guyane. Nous remercions Diana pour avoir donné son témoignage. Jaden, sais-tu que le 20 mars, c'est la journée mondiale de la francophonie? Evans est là pour nous en parler. Bonjour Evans. Bonjour à tous. Comme l'a dit Ryan, aujourd'hui c'est la journée internationale de la francophonie. La francophonie, c'est un dispositif qui vise à promouvoir le français. Cette journée est célébrée dans le monde le 20 mars de chaque année. Elle a été créée en 1970. C'est un moyen pour les gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie de célébrer leurs liens communs, c'est-à-dire la langue française, mais aussi leur diversité. La langue française est parlée par 320 millions de personnes dans le monde. C'est la 5e langue mondiale après l'anglais, le chinois, mandarin, l'hindi et l'espagnol. Elle est parlée dans 112 territoires et aussi tous les continents, mais la majorité des personnes qui parlent le français vivent en Afrique. Mais Evans, pourquoi le français est parlé dans tous ces endroits et surtout en Afrique? C'est dû à l'histoire. La France est une puissance coloniale. Elle a eu des colonies partout dans le monde, en Amérique, en Asie, en Afrique. Entre le 16e et le 20e siècle, la France a colonisé 84 territoires. Quand un pays colonise un territoire, il impose ses coutumes, ses règles et sa langue. En Afrique, par exemple, plus de 20 pays ont été colonisés par la France et par la Belgique. On comprend mieux pourquoi beaucoup de pays africains sont francophones.
Mais parlons un peu de la Guyane. La langue la plus parlée est le français. Mais savez-vous quelle est la deuxième langue la plus parlée? Le créole. Oui, c'est le créole. Savez-vous qu'il existe aussi une journée mondiale des langues et cultures créoles? C'est le 28 octobre de chaque année. Elle existe depuis 1983. Les créoles se sont formés au XVIe et XVIIe siècle au moment des traites esclavagistes. Le créole, c'est le résultat de langues qui se sont mélangées au fil du temps. C'est un mélange de langues africaines et des langues des colonisateurs des grandes puissances coloniales sont la Grande-Bretagne, la France, le Portugal, l'Espagne et les Pays-Bas. Donc, on trouve surtout des créoles à base anglaise, française, portugaise, espagnole et néerlandaise. Aujourd'hui, il y a 12 millions de personnes qui parlent créole dans le monde. La population créophone à base française est estimée à près de 10 millions de personnes, dont 7 millions en Haïti. La population créophone la plus importante se trouve dans les Caraïbes, mais on en trouve aussi en Afrique, en Asie ou en Amérique du Nord. Le problème, c'est que le statut créole est généralement infériorisé. Peu d'États ont le créole comme la langue officielle. En Haïti, par exemple, il y a 2 langues officielles, le français et le créole haïtien. En Guyane, même si on parle plusieurs langues, il n'y a qu'une seule officielle, c'est le français. Peut-être qu'un jour, le créole, les langues amérindiennes ou les langues bouchilingues seront officielles. L'avenir nous le dira. Merci Evans pour toutes ces informations très intéressantes. Parlons de notre sujet. Maintenant, dis-moi Ryan, que ferais-tu si tu étais riche? Moi, j'aurais distribué de l'argent à ceux qui sont dans le besoin. Et toi, Jaden, que ferais-tu avec cet argent? Moi, j'allais construire une maison d'accueil pour les SDF et j'allais aider ma famille aussi. Esther et Kevin sont allés interroger des gens pour savoir ce qu'ils feraient s'ils étaient riches. Écoutons leur micro-trottoir. Que feriez-vous si vous étiez riche? Alors, j'aurais acheté une maison. J'aurais déjà acheté le terrain avec la maison. J'aurais fait construire des sortes d'appartements, des kitnets pour les louer et puis avoir des revenus mensuels ou hebdomadaires. Créer des entreprises et faire un peu plus d'argent et donner la moitié à mon père. Si j'étais riche, je serais à acheter plein de voitures avec beaucoup de villas. J'investirais mon argent pour faire plus d'argent. J'achète une M3 avec une maison, une villa avec un terrain de basket. Si j'avais de l'argent, je pense que j'aurais créé mon propre entreprise, j'aurais investi, j'aurais vécu peinard. Et vous savez, quand on a de l'argent, on peut tout faire. Donc, moi, j'aurais investi, j'aurais mis ma famille bien. Moi, j'avais aussi dans l'immobilier, je crée des bâtiments, je mets des locataires, ça me fait plusieurs d'autres d'argent et j'investis l'argent encore. Je pense que je vais créer ma propre société et ensuite me faire plaisir, m'acheter une maison, de temps en temps, si je peux, voyager. Alors j'en donnerai à des associations caritatives, humanitaires. J'en donnerai à mon parti politique, j'en donnerai à mon syndicat. J'arrête pas de travailler, je fais autre chose mais j'arrête pas de travailler. Et puis tranquille quoi, voilà. Je garde juste 15 ou 20% pour pouvoir terminer ma vie tranquille. Donc moi je ferai des dons pour la Société protectrice des animaux. Et puis une grande partie, voire la moitié. Et puis le reste, je donnerai à mes enfants. Alors, j'arrête de travailler, évidemment. Je pars à Tahiti, m'acheter une belle maison au bord de la plage et profiter de la vie. Je pense que je finaliserai un projet que j'ai dans mon pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire, dans lequel nous travaillons pour des créations d'écoles dans les petits villages. Donc je pense que je développerai un peu plus la coopération France-Côte d'Ivoire pour aider les élèves en difficulté pour qu'ils puissent aller à l'école. J'irai voyager, surtout dans le pays que j'aimerais bien, c'est la Corée du Sud, en Thaïlande aussi.
J'allais pas acheter genre une grande villa, juste une maison comme ça, mais après, j'allais aider mes parents pour des trucs comme ça. Mais après, si j'étais riche, j'allais pas faire grand-chose. Merci Esther et Kevin. Maintenant, faisons une pause musicale avec le titre Papa de Jainakin. Vous savez tout pas accepter que toutes ces autres vivent qu'elles finissent ensemble. Mais en bas on a raison pour tout finir par faire ton propre petit monde souffert. Ton petit monde besoin son papa. Ton papa privé dit son papa. Il a pleuré pour son papa. Parce que tout le monde besoin son papa. Ton les manger ton corps dit son papa. Ton café big man a cry water. Ton papa privé dit son papa. Parce que tout le monde besoin son papa. Nous revoilà sur Radio Pays avec l'équipe de Michoto Micro. Dis-moi Jaden, est-ce que tu utilises les réseaux sociaux? Oui, j'utilise plutôt Snapchat et WhatsApp. Il faut savoir que 73% des 16-30 ans utilisent un réseau social quotidiennement. Mais qu'est-ce qu'un réseau social? Un réseau social est un site internet ou une application mobile qui permet de constituer un réseau de connaissances avec lesquels on interagit en temps réel. Nous utilisons les réseaux sociaux pour informer, discuter, échanger des sujets d'actualité, partager photos et vidéos, etc. Nous pouvons des fois, nous passons des fois beaucoup de temps à scroller, ce qui veut dire défiler les publications apparues récemment sur les réseaux. Mais combien de temps passons-nous sur les réseaux sociaux? La durée d'utilisation quotidienne moyenne des réseaux sociaux est de 3 à 5 heures pour les 16-25 ans et 18% d'entre eux utilisent plus de 5 heures par jour. Ça représente beaucoup de temps passé sur son téléphone, tout ça. Mais quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés par les jeunes, Ryan? En première position, on a Instagram, puis Snapchat et TikTok. Ce sont les réseaux sociaux les plus utilisés par les jeunes en ce moment. Mais dis-moi, Ryan, on entend beaucoup parler des influenceurs. Ça consiste en quoi? Alors, influenceur, c'est un métier très récent. C'est quelqu'un passionné par ce qu'il fait. Il partage du contenu, il fait des placements de produits, il cumule des vues et des abonnés. Les influenceurs deviennent connus grâce au contenu qu'ils partagent sur les réseaux sociaux. Pour les placements de produits, la marque offre un produit à l'influenceur pour qu'il puisse le tester et le promotionner sur ses réseaux sociaux, en story, en réel ou en publication. La marque paye l'influenceur pour sa publicité. En moyenne, les entreprises françaises dépensent 5 000 € pour une publicité sur les réseaux sociaux. Mais apparemment, peu d'influenceurs arrivent à vivre de ce métier. Mais quels sont les risques quand on utilise les réseaux sociaux? Aujourd'hui, il y a des cyberhackers qui piratent des comptes. Du coup, nos téléphones, nos ordinateurs doivent être protégés par des mots de passe. Il est important aussi de ne pas divulguer des informations personnelles. On peut parler de cyberharcèlement. 17% des jeunes ont été victimes de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, 5% de plus que l'année dernière. Les filles sont plus harcelées que les garçons sur les réseaux sociaux. Ce sont des tristes chiffres. J'ai aussi entendu parler d'escroquerie sur les réseaux sociaux. Oui, Jaden, il faut faire attention à qui on parle sur les réseaux sociaux. Certaines personnes utilisent une fausse identité sur les réseaux sociaux pour faire du chantage ou escroquer les gens. Il ne faut pas envoyer de l'argent ou des photos intimes à des gens qu'on ne connaît pas. Merci Ryan pour toutes ces informations. J'aimerais maintenant poser une question à toutes les personnes sur le plateau. Peut-on tout dire sur les réseaux sociaux? Pour moi, oui, on peut tout dire. Parce que depuis que tu t'inscris sur un réseau, c'est que tu as accepté de prendre tous les commentaires vulgaires négatifs. On peut tout dire sur les réseaux sociaux, mais au risque. Il y a des risques, par exemple, perte de compte et tout ça. Donc, on peut tout dire, mais après, il y a des conséquences. C'est comme une passe publique, en fait. Tu peux tout dire, mais il faut respecter la vie des gens. Bonjour Jaden, bonjour Ryan. Je suis ici sur le plateau pour essayer de donner mon avis. Donc, mon avis à moi, elle est non. Bien évidemment, on n'a pas le droit de tout dire sur les réseaux sociaux. Parce que pour moi, je trouve que c'est un peu abusé quand même. Je trouve que vous êtes un peu trop matrixé. Il y a d'autres personnes qui, justement, font des photos sur les réseaux et vous forcez à venir sur les réseaux sociaux et insulter, des trucs, dire comme ça. C'est comme si moi, je me permettais d'aller sur les réseaux sociaux et puis je parlais avec Ryan et je le disais, toi, t'es nul, tout ça, sur des trucs. Je trouve que ça se fait pas. Je pense que ce serait plutôt comme de l'harcèlement moral parce que c'est comme si moi, j'autorisais le harcèlement. Parce que le harcèlement, bien évidemment, c'est comme si toi, tu te permets de devenir quelqu'un et vous l'embêter à chaque fois, tout ça, dire des choses comme ça. Donc moi, je le considère comme ça, moi, le harcèlement moral. Mais si tu me dis ça, c'est que je savais à quoi m'attendre, en fait.
C'est pour ça que je suis venu sur les réseaux. Justement, il y a les réseaux sociaux, et justement, je suis d'accord avec toi un petit peu. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu sais à quoi t'attendre. Mais c'est pas pour autant que tu sais à quoi t'attendre que tu dois te permettre de... Voilà, Mais c'est quand même pas public, les réseaux. On peut tout dire. À l'époque, oui, je crois, on pouvait tout dire, mais je crois qu'il faut arrêter ce genre de choses-là. Bien évidemment, ça a toujours été comme ça, mais je pense que, ouais, il faudra arrêter ça. Ok, merci les gars pour ce débat. Passons maintenant au chiffre du jour. Le chiffre du jour est le 30-18. Mais ça correspond à quoi, Jaden? Tout à l'heure, nous avons parlé de l'harcèlement, le 30-18. C'est le numéro à composer si on est témoin ou victime d'un harcèlement. C'est un numéro gratuit, anonyme et confidentiel, disponible tous les jours de 9h à 23h. Sur ce numéro, les jeunes peuvent parler de sujets qui les préoccupent, comme le cyberharcèlement, le harcèlement scolaire, des violences à caractère sexiste ou sexuel, des expositions à des contenus violents, etc. Mais ce numéro n'est pas que pour les jeunes. Les parents ou les professionnels peuvent aussi l'utiliser pour toutes les problématiques sur le numérique et ses dangers. Ok, merci Jaden. Maintenant, passons à ton interview, Jaden. La dernière fois, on avait découvert le métier du CPE. Cette fois-ci, on va découvrir le métier d'infirmière. Vous appelez comment et quelle est votre profession? Bonjour, je suis Marine et je suis infirmière de l'éducation nationale. Avant, je travaillais à l'hôpital, donc c'est aussi infirmière, mais c'est très différent. Pour moi, c'est comme un nouveau métier d'être dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions sur votre profession. Quel était votre parcours? Alors, pour devenir infirmière, j'ai déjà eu un bac général, mais on peut avoir un bac technologique. Et ensuite, il faut faire une école d'infirmière pendant 3 ans. Et ensuite, on est diplômé. Quelles sont vos possibilités quand on sort de l'école et avec le diplôme d'infirmier? Alors, avec ce diplôme, on peut exercer dans plein d'endroits différents. Donc, les gens pensent surtout à l'hôpital. On peut exercer aussi en EHPAD, qui est genre une maison de retraite avec les personnes âgées. On peut exercer aussi au domicile des patients, dans des structures. Et voilà, dans des structures avec des enfants, des adultes handicapés ou, comme je le fais maintenant, à l'éducation nationale. Et quelles sont vos principales missions d'une infirmière à l'hôpital? Alors, à l'hôpital, ça va dépendre des services, encore une fois. On va être plutôt dans les soins, donc on va faire tout ce qui est les soins techniques, administrer des médicaments, faire des gestes techniques comme mettre des perfusions. Mais on va aussi faire beaucoup de relationnel avec les patients, leur expliquer aussi ce qui leur arrive et leur faire de l'éducation à la santé. Et quelles sont les qualités pour faire ce métier? Alors, les qualités, on va dire qu'il faut de l'empathie, c'est-à-dire quand même il faut aimer un peu les gens, sinon ça va pas marcher parce qu'on est tout le temps au contact avec des patients qui sont des fois différents, qui sont des fois agressifs. Donc il faut avoir de la patience. Et voilà, c'est ce à quoi je pense en fait, aimer les gens. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à l'hôpital? Alors, pour moi, les difficultés, c'est pas vraiment dans les gestes, genre les soins techniques, les urgences, parce qu'une fois qu'on le sait, ça vient tout seul. C'est plutôt dans les situations qui sont parfois difficiles, quand on a des patients très jeunes, qui sont en fin de vie ou qui sont dans des états très graves, ça peut nous affecter. Voilà, on est des humains, on est sensibles, donc des fois, quand on voit des gens mourir, c'est une difficulté pour moi. Racontez une anecdote marquante que vous avez vécue à l'hôpital. Une anecdote sympathique qui m'a marquée, c'est quand je m'étais occupée d'un patient pendant au moins 1 semaine, 10 jours. La personne était hospitalisée et quand elle est sortie de l'hôpital, elle m'avait fait livrer un gros bouquet de fleurs avec du chocolat et franchement, ça m'a fait très plaisir d'être reconnue dans mon travail et j'étais heureuse. Et juste pour terminer, quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui veulent faire ce métier? De se lancer, parce qu'on a toujours besoin, d'infirmiers et ça peut correspondre à plein de gens parce que chacun va trouver son bonheur, que ce soit dans un service de l'hôpital ou au domicile des patients ou dans d'autres secteurs. Je pense qu'il y a des endroits adaptés pour tous les profils de personnes. Merci Jaden pour cette interview. Nous allons terminer avec une chronique sport avec Jacques. Bonjour Jacques.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, j'espère que vous allez tous très bien. Momola Moratiambe. Aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de la Ligue des Champions, plus connue sous le nom de UEFA Champions League. La Ligue des Champions a un réel impact sur le football européen et dans le monde entier. Elle existe depuis 1995 et se déroule chaque année. Elle est organisée par l'Union des associations européennes de football, c'est-à-dire l'UEFA. L'UEFA regroupe les meilleurs clubs d'Europe. C'est la compétition interclub de football la plus prestigieuse d'Europe, devant la Ligue Europa. La première phase de la Ligue des Champions, ce sont les 16e de finale. Au total, seulement 32 équipes qualifiées pour la Ligue des Champions. Comment se passe le tirage au sort et la compétition? Le nom des clubs sont marqués sur un bulletin et mis au fond d'une boule. Ils sont ensuite piochés dans un petit bol transparent. Les 4 premiers clubs appelés sont dans le groupe A. Les 4 autres suivants sont dans le groupe B. Et ainsi de suite pour le reste des clubs, jusqu'à la lettre H. Il y a au total 8 groupes composés de 4 clubs. Dans chaque groupe, chaque équipe joue 6 matchs, donc joue 2 fois contre le même club. Ensuite, les clubs premiers et deuxièmes du classement dans chaque groupe sont qualifiés pour les 8e de finale. La 3e équipe du classement n'est pas qualifiée mais jouera l'Europa League. Il y a au total 16 équipes qualifiées pour les 8e de finale. Pendant les 8e de finale, chaque équipe s'affronte 2 fois. Si un club gagne le match aller et le match retour, il est qualifié pour la phase suivante. Si chaque équipe remporte un des 2 matchs, ils sont départagés par les nombres de buts. C'est l'équipe qui a marqué le plus qui est qualifiée. S'il y a égalité de buts après les 2 matchs, lors du match retour, les 2 clubs sont départagés par les tirs au but. Ça se passe comme ça jusqu'aux demi-finales. Pour la finale, par contre, il ne reste que 2 équipes. Ils s'affrontent une seule fois pour remporter la coupe. Il faut savoir que le vainqueur de la compétition est automatiquement qualifié pour la Supercoupe de l'UEFA ainsi que pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Mais dis-moi Jacques, sais-tu quelle est la première équipe à avoir remporté la Ligue des Champions? La première équipe à avoir remporté ce trophée est le Real de Madrid. Ce club espagnol le remporta 5 fois de suite de 1956 à 1960. Ensuite, plein d'autres clubs ont remporté la coupe comme Milan AC, Liverpool FC, Bayern Munich, FC Barcelone, Ajax Amsterdam, Manchester United, l'Inter de Milan, Benfica Lisbonne, Nottingham Forest FC, Juventus FC, FC Porto, Chelsea, Manchester City, Celtic Glasgow, Aston Villa FC, Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven, Borussia Dortmund, l'Olympique de Marseille, Étoile Rouge de Belgrade, Steaua Bucarest et pour finir Hambourg SV. Mais Jacques, quelle équipe a remporté le plus de Ligue des Champions? Donc l'équipe à avoir remporté le plus de fois la Ligue des Champions est le Real de Madrid. Il en a remporté 14. En 2e place, on retrouve le Milan AC avec un total de 7 Ligues des Champions. En 3e place, c'est le Liverpool FC avec 6 victoires. Moi, personnellement, je supporte Manchester City et le FC Barcelone. J'espère qu'ils vont réussir à aller passer les demi-finales, tout ça, et s'affronter. Et vous, Ryan et Jaden, quelle équipe supportez-vous? Moi, je ne suis pas trop foot, en vrai. Moi, je supporte plus le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Et sans oublier Liverpool. C'est intéressant tout ça. En tout cas, j'aime bien Liverpool, moi aussi. La compétition commence en septembre de chaque année. Bien sûr, certaines équipes sont déjà éliminées. Les matchs allés des 8e de finale ont commencé le 13 février. Il y a déjà eu des matchs assez intéressants et des résultats, bien sûr, assez surprenants. J'espère que vous avez aimé ma chronique et que vous avez pu en savoir un peu plus sur la Ligue des Champions. Dites-nous en commentaire qui, selon vous, remportera le trophée cette année. Allez, à bientôt et vive le foot! Merci Jacques pour cette belle chronique. Voilà, c'est la fin de Michot au micro. Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, vous serez en compagnie du collège Omeba Tobo de Kourou. Nous vous souhaiterons une bonne fin de journée et à très bientôt. C'était Des élèves sur les ondes en partenariat avec l'Académie de Guyane, la Direction régionale des affaires culturelles, la collectivité territoriale de Guyane et Réseau Canopé.